toutes sex aequo. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand une fille dit non, on peut croire que, et en fait, c'est non. Une orientation sexuelle. Le droit de chacun à disposer adulte avec un adulte consentant de son corps. Vous voulez un whisky? Juste un doigt. Alors, bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne de Toutes Sex Aequo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouveau podcast qui va parler des discriminations et des violences envers la communauté LGBTQIA+. Et du coup, on a l'intervention de Théo, qui est co-délégué de SOS Homophobie et également qui fait partie de la commission Accueil et Soutien. Bonjour Théo. Bonjour. Quelles sont vos fonctions même au sein de SOS Homophobie? Alors, pour ma part, je co-délègue la SOS Homophobie Lyon avec Martine, donc on est deux. Ce qui veut dire qu'on anime des réunions, on essaye un peu d'organiser et on fonctionne à Lyon en différentes commissions, donc avec des personnes qui s'occupent plus des interventions en milieu scolaire, d'autres en milieu professionnel, d'autres qui sont chargées de tout ce qui est événements, culture, voilà, où on est souvent associés. On va avoir aussi une commission communication, etc. Donc, en parallèle de ça, on a également une commission dont je fais partie, qui est la commission Accueil et Soutien des victimes, où là, on va recevoir dans un premier temps les sollicitations des victimes, où on va parfois réorienter, ou en tout cas apporter une première aide, on va dire, ou réorienter vers d'autres associations ou d'autres services. Et puis, selon les situations, on va également pouvoir accompagner un petit peu les victimes dans leur démarche, les orienter vers des avocats, aider à faire des courriers auprès d'organismes, d'institutions, de particuliers, où on va essayer aussi, dans certains cas, de les aider à chercher un avocat. Et selon si l'affaire est portée en audience, notre association peut aussi se constituer partie civile auprès des victimes pour justement demander des dommages et intérêts auprès des agresseurs. Et à titre personnel, est-ce que tu as déjà été victime de violences ou de discrimination en ce qui concerne ton genre ou ton orientation sexuelle? Alors pour ma part, les discriminations dont j'ai pu être victime se situent davantage dans ma phase adolescente ou dans le milieu scolaire, où effectivement j'ai pu subir des propos insultants quant à une supposée orientation sexuelle. Et après, dans ma vie adulte, j'ai pas rencontré de discrimination, heureusement. Je suis dans un milieu professionnel où c'est plutôt accepté, disons où je suis plutôt assez libre d'en parler, et donc je n'ai pas subi en tout cas de discrimination à proprement parler. D'accord. Et vous travaillez dans quoi, c'est dans discret? Alors, je suis travailleur social. D'accord. Je suis assistant social, donc je travaille en service social au niveau de la métropole. Et du coup, donc, pour cette discrimination, comment tu la définirais dans la communauté LGBTI+. Alors nous, au niveau de la discrimination, quand on intervient en milieu scolaire, on donne souvent une définition qui est mettre à l'écart pour faire souffrir. Donc finalement, mettre à l'écart et faire souffrir, qui est en fait finalement deux formes de violence. Et les discriminations, finalement, elles peuvent prendre plusieurs formes. Et notamment, elles peuvent prendre la forme d'agression. Cette année, au niveau des chiffres, on est environ à 1369 cas de témoignages. C'est qu'une partie, en tout cas, des choses. Là, à l'occasion du 17 mai, on a publié le rapport de l'année 2020. Alors, une année 2020 qui a été aussi marquée par un contexte sanitaire particulier. Et ce qu'on a pu voir, en tout cas les premières tendances qui ont pu ressortir de ce rapport, c'est qu'il y a eu vraiment un basculement des agressions LGBTI-phobes de la sphère publique, qui était le deuxième lieu où les actes se produisaient. Donc un basculement de la sphère publique vers la sphère privée, vers une sphère finalement intime qui est celle du voisinage et de la famille, puisque la famille et le voisinage constituent en 2020 le deuxième et troisième lieu où les agressions et
les actes LGBTI-phobes sont le plus présents. D'accord. Ok. Et du coup, comment est-ce qu'on doit se comporter ou qu'est-ce qu'on doit faire quand on est victime de ce genre d'agression? Alors, aujourd'hui, en France, on a un arsenal juridique qui est plutôt bien fait et qui permet de répondre justement aux victimes d'agressions ou d'actes LGBTI-phobes. La grosse difficulté qui va en fait être présente, c'est finalement d'apporter la preuve quand on dépose une plainte, d'apporter la preuve et d'apporter des éléments qui permettent justement l'identification des agresseurs. C'est vrai que malheureusement, souvent, quand on se fait insulter, on peut se faire insulter, admettons, dans un supermarché, si on n'apporte pas les éléments pour essayer d'identifier l'agresseur, et malheureusement, souvent, ça peut aboutir à des non-lieux. Et pour ça, donc, SOS Homophobie, alors à Lyon, au niveau local, on s'est associé avec le centre LGBTI+ de Lyon pour justement éditer une plaquette à destination des victimes. Donc, peut-être ça pourra être intéressant de la mettre en pièce jointe. C'est une plaquette où justement on essaye de rappeler les démarches à réaliser quand on a été victime d'agression, que ce soit verbale, d'agression physique ou d'agression sexuelle. Et c'est vrai que là on essaie justement de bien développer la nécessité de recueillir des preuves, c'est-à-dire que si on a été victime d'agression verbale, c'est-à-dire essayer de voir si aux alentours il y a des témoins qui ont entendu ou qui ont vu la scène, recueillir leurs coordonnées pour ensuite les transmettre à l'officier de police. C'est-à-dire si on a été victime de coups, c'est-à-dire prendre des photos de ses blessures, aller également voir des médecins et si possible demander à la police qu'on soit orienté vers l'unité médico-judiciaire pour qu'il y ait un certificat médical qui soit réalisé. C'est tout plein de petites choses. Vérifier que par exemple le lieu où j'ai été agressé, peut-être qu'il y a la vidéoprotection. Donc, ça peut être des choses qui peuvent apporter finalement tout un tas de preuves. Dans certains cas, quand on est aussi victime d'agression sexuelle, c'est aussi des choses des fois difficiles, c'est de ne pas prendre de douche, mettre ses vêtements dans un sac plastique. Tout ça qui pourrait justement permettre de identifier l'agresseur ou les agresseurs. Une fois que la police, après son enquête, a les preuves, peut identifier l'agresseur, après, nous, on est régulièrement en lien avec le procureur de la République sur des affaires. Et après, effectivement, le pouvoir politique le pouvoir judiciaire peut en tout cas intervenir. D'accord. Et du coup, en tant que témoin, c'est quoi la meilleure façon de se comporter pour aider, pour faire bouger les choses un peu plus En tant que témoin, c'est éventuellement essayer pareil, dans cette même logique, un peu de recueillir des preuves. Et puis éventuellement, et avant tout, si on est témoin d'une agression physique, c'est aussi, en guillemets, porter secours, mais en appelant la police, évidemment. Et puis après, selon les cas, c'est aussi en apportant soutien à la victime directement. Mais voilà, le gros enjeu, comme on disait, c'est en tant que témoin, c'est effectivement de pouvoir soutenir la victime dans la constitution de preuves. Donc selon vous, la loi protège-t-elle les victimes? Alors oui, effectivement, normalement l'arsenal au niveau judiciaire sur la répression des actes LGBTI-phobes existe. Et donc comment on peut vous contacter sur les réseaux, sur Internet Oui. Alors, il y a différents biais pour nous contacter. Donc, on a déjà un numéro, il y a toujours la ligne d'écoute qui existe, que les personnes peuvent appeler. Et selon les situations, elles peuvent être réorientées vers la commission soutien pour avoir bénéficié éventuellement d'un accompagnement juridique. Et puis, autrement, on a effectivement un site internet où on peut aussi enregistrer ses témoignages. On a, au niveau de la délégation de Lyon, un Facebook, un mail également dédié à notre délégation. Et puis, il y a aussi sur Lyon le centre LGBTI+, et le centre LGBTI+, de Lyon a un numéro vert avec des permanences d'écoute ou des permanences d'accueil, où aussi on peut les appeler pour être réorienté selon les situations vers telle ou telle association. Et eux peuvent aussi nous réorienter
sur l'aspect, on va dire, plus accompagnement juridique. En sachant qu'avec le centre LGBTI+, on est quand même sur une action complémentaire, puisque nous, au niveau de SOS Homophobie, on accompagne plus sur un aspect juridique, soutien dans les procédures, etc. Alors que le centre LGBTI+, de Lyon a développé un dispositif d'accompagnement psychologique qui est là aussi gratuit et qui est là aussi pour apporter une aide et un soutien aux victimes. Donc voilà, c'est plutôt une offre en guillemets qui est complémentaire et qui est plutôt intéressante parce que ce n'est pas le cas partout. Et du coup, hors discrimination, comment SOS Homophobie aide les personnes qui ont du mal les jeunes qui ont des doutes par rapport à leur orientation ou par rapport donc, à leur genre, par exemple? Oui. Alors déjà, au niveau des jeunes, c'est vrai que nous, on intervient dans les interventions milieu scolaires, dans les établissements de la 4e jusqu'aux études supérieures. Donc déjà, c'est dans ces moments-là où on fait de la sensibilisation sur voilà, des questions d'orientation amoureuse, d'orientation sexuelle, de genre, etc. Également, SOS Homophobie, on a un site particulier dédié à la population jeune qui s'appelle le C'est comme ça. C'est comme ça, c'est un site avec d'ailleurs un chat écoute, donc où les jeunes peuvent aussi entretenir des discussions avec des bénévoles de SOS Homophobie sur des questions, sur des problématiques liées un peu à ces réflexions. L'idée de ce site, c'est de donner un peu une image positive en fait des personnes LGBT. Donc ça peut être aussi bien des portraits de personnalités connues, des livres, des films, des BD, enfin tout un tas de choses qui permettraient de donner un peu une vision différente de ce qu'on peut voir un peu partout, une vision un peu normative, et puis de donner quelque chose de positif. Souvent, quand on pourrait dire que c'est un sujet qui est lourd, qui est difficile, ben en fait, voilà, l'idée c'est de se dire, ben en fait, il y a des choses qui se passent, c'est bien, et ça peut aller en fait. Voilà, que ce soit qu'on soit de personnalité de la musique ou du sport, etc. Ben, c'est pas parce qu'on est LGBT que ben, de ce fait on doit rester enfermé, etc. C'est vraiment une idée de se dire on essaye de réfléchir, mais de manière positive en fait. C'est pas forcément quelque chose de plombant. Donc voilà un petit peu au niveau des jeunes notre intervention. Après, c'est vrai qu'on se questionne aussi sur le vrai enjeu aussi. On essaie d'être sur les réseaux sociaux, alors on n'est pas sur toutes les nouvelles applications de messagerie ou de tous les nouveaux réseaux sociaux, mais on essaye ensuite de développer ça pour être aussi en proximité de ce public. C'est la fin de notre podcast. On vous remercie pour votre attention et on remercie également Théo de SOS Homophobie. Quant à nous, vous pouvez nous retrouver sur notre page Instagram toutes-sexe-écho. Vous pouvez retrouver les coordonnées de SOS Homophobie et du collectif Lussol dans la description. Et on vous joint également une petite brochure pour réagir en cas de violence et de harcèlement LGBTQIA+ phobe. Et voilà, à bientôt, à bisous à tous.